Bonjour à tous, je m'appelle Florent Gabriel, je suis le CEO de Blob.io et aujourd'hui je vais vous donner une conférence sur, on le voit pas trop bien, mais c'est les alchimistes du Bitcoin, l'art de transformer l'électricité en or numérique. Donc je fais du mining de Bitcoin depuis 2019, mon associé depuis 2016. Avant, j'ai été électrotechnicien sur des barrages hydroélectriques pendant 7 ans. J'ai travaillé à Alstom pendant 3 ans sur des turbo-alternateurs. Et j'ai travaillé pour des très grosses compagnies de mining, pour du consulting ou plus en interne pendant quelques années, avant de créer Blob.io il y a 1 an et demi aujourd'hui. Alors, le roi Midas. C'est dommage, on va tout rater à chaque fois de ce que j'ai écrit en haut. Ça va, je l'ai préparé avant en 15 minutes, donc ça devrait le faire. Il n'y a pas tellement de diapos. Le roi Midas, pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que... Ça, c'est ce qu'on pense qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'on transforme des pneus, qu'on brûle des pneus, qu'on brûle du charbon, qu'on brûle du pétrole pour faire du Bitcoin. Et c'est pas tout à fait faux. Non, bien sûr que non. On fait pas ça. Est-ce que vous savez qu'un pingouin meurt chaque seconde à cause du minage de Bitcoin? Que le minage de Bitcoin consomme autant que toutes les brosses à dents électriques de la planète, que ça consomme autant que tous les bitcoinazers de massage, pour les épaules bien sûr, de la planète? Non, ça c'est la loi de Brandolini. C'est-à-dire que je viens de vous dire des conneries en 10 secondes et que vous allez mettre grosso modo 10 fois, voire 100 fois plus d'énergie pour démonter les conneries que je viens de dire. Donc la loi de Brandolini, méfiez-vous-en. Quand vous la détectez, dites-le tout de suite. Ça va me prendre 1 heure de démonter ta connerie. Je vais pas y aller. Ou alors allez-y, mais prenez l'heure quoi. Tout comme cette connerie qu'on voit pas, qui est du World Economic Forum en 2017, qui disait le Bitcoin, en 2020, va consommer l'intégralité de la puissance électrique de la planète. En 2020. Hein. Ou Greenpeace, qui a fait une campagne monstrueuse pour dire que le Bitcoin, c'est à gauche, c'est dommage, on le voit pas, ça pollue, c'est pas bien. Est-ce que quelqu'un a une idée en 2025 de combien de pourcents le Bitcoin utilise l'énergie de la planète aujourd'hui? C'est 0,5 environ. Donc c'est 0,5%. À savoir que le streaming vidéo, Netflix et compagnie, c'est 1%. À savoir que juste les appareils en veille sur la planète, c'est 10%. Donc de là à dire que le Bitcoin pollue, c'est faux. Mais de là à dire que le Bitcoin ne pollue pas, c'est faux. Et c'est pas elle qui va me dire le contraire. Donc, il faut bien comprendre que chaque activité humaine, je ne vais pas vous refaire tout le débat de Bitcoin, il y avait avant Louis-Alexandre qui a fait une conférence incroyable. Il faut bien comprendre qu'il faut toujours mettre les ordres de grandeur. Oui, ça consomme beaucoup, oui, ça pollue, mais tout pollue. Il n'y a pas plus sobre qu'un humain mort. Hein. Et encore, même au début, vous allez vous putrifier, vous allez faire du méthane, etc. et tout le bordel. Ah, on peut le recycler d'ailleurs. On pourrait faire. Il y a une idée de business d'ailleurs. Là, pour le coup, s'il y a des gens qui travaillent dans des morgues et tout, des croque-morts, il y a une idée de business pour faire du torchère mais version humain. Non, ce que je veux dire, c'est que chaque impact, chaque action de l'homme, que ce soit des barrages hydro, les barrages hydro, j'ai travaillé pendant 7 ans. Oui, c'est bien, mais c'est des tonnes et des tonnes de béton. C'est des poissons qui sont passés en hachis quand il n'y a pas de passe à poissons. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, tout a un impact. Que ce soit du charbon, que ce soit n'importe quoi, tout a un impact. Et la vraie question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que Netflix, ça en vaut la chandelle? Est-ce que les jeux vidéo, ça vaut ça, ce prix à payer? Est-ce que le Bitcoin, ça vaut ce prix? Ça, c'est une question philosophique. Ça veut dire que est-ce que cette solution infalsifiable, incensurable, qui permet d'émanciper des peuples, de bancariser des gens, est-ce que ce sacrifice en face, il vaut le coup? Parce que tout ce que vous allez faire va avoir un impact sur la planète. Les gens qui disent ça ne pollue pas, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que ça développe les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les mineurs de crypto, on est des charognards, on est des vautours, on va chercher l'électricité la moins chère. Donc s'il y a des mecs qui trouvent un jour un business model où brûler des pneus, c'est mieux que de faire de l'hydro, bah, ils vont brûler des pneus, malheureusement, pour beaucoup. Donc aujourd'hui, ça permet de développer ces énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les barrages, quand ils sont construits, ou que ça soit n'importe quelle source d'énergie, au début, la quantité est immense, dans l'objectif d'une augmentation de la démographie et de rentabiliser les infrastructures sur le long terme. Aujourd'hui, les mineurs de Bitcoin, on est le pire ennemi et le meilleur ami de l'énergéticien. C'est-à-dire que l'électricité ne se stocke pas et
pour pallier à ce manque technologique, parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Alors oui, on va me dire oui, les batteries et tout, mais les batteries, ça ne suffit pas pour la planète. La meilleure batterie qu'on a trouvé à faire aujourd'hui, c'est des lacs, c'est des steppes. C'est-à-dire un lac en haut, un lac en bas. On turbine l'électricité quand l'électricité, c'est rentable de la vendre sur le marché de l'énergie, et on repompe la nuit. Et c'est la meilleure pile qu'on a. On ne sait toujours pas faire mieux. Donc, l'énergéticien avec le mineur de Bitcoin, de plus en plus aux États-Unis ou dans d'autres pays, se mettent d'accord. C'est-à-dire que le mineur de Bitcoin peut délester, peut couper son électricité très rapidement pour délester le réseau. En fait, tout simplement, on peut s'effacer très rapidement et à l'inverse, on peut consommer énormément, très rapidement. Donc, on a une vraie béquille aujourd'hui pour l'énergéticien, plutôt que d'avoir des prix négatifs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'astreinte de couper, entre guillemets, les turbines et de passer l'eau dans les vannes sur des barrages qui font plusieurs centaines de mégawatts parce que le prix spot de l'électricité de la bourse est négatif. C'est-à-dire que vous payez pour envoyer de l'électricité sur le réseau. Les alchimistes du Bitcoin, ça fait bien penser à l'or. Et je voulais vous faire... On n'arrête pas de dire que Bitcoin, c'est l'or numérique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je serais d'accord de dire que c'est une réserve de valeur. Mais l'or numérique, on va faire un petit comparatif. Ça va être très simple. Bon, je ne vais pas vous faire toute la ligne, parce qu'en 30 minutes, j'aurai pas le temps. Hein. Mais l'or, nous ne connaissons pas la quantité d'or qu'il y a sur la planète. C'est-à-dire qu'encore récemment, ils ont trouvé 1 trillion d'or en Chine. Je vais vous poser une question. Si vous étiez président des États-Unis ou d'une grosse puissance et que vous trouviez la totalité, le plus gros gisement du monde d'or sur la planète, franchement, est-ce que vous le diriez? Moi, je ne le dirais pas. Parce qu'instantanément, ça ne vaudrait plus rien. Je le sortirais petit à petit et je dirais rien. Donc on ne connaît pas la supply de l'or. Bitcoin, on la connaît. 21 millions, pas de plus. Et il y en aura sûrement beaucoup moins. Donc, ça c'est le premier truc. Le deuxième, on ne connaît pas la vitesse d'extraction de l'or. On ne sait pas à quelle vitesse il est émis. Bitcoin, c'est très simple. 50 bitcoins toutes les 10 minutes, tous les 4 ans, un halving. Aujourd'hui, on est à 3,125, on va finir à 21 millions. Ensuite, je me suis posé la question, c'est... on me dit, oui, mais l'or, c'est quelque chose de tangible que je peux toucher et tout. Ouais, alors, allez transporter... pas plus tard que hier, on a payé nos fournisseurs en Chine plusieurs centaines de milliers d'euros. Si j'avais dû les payer en or, Chronopost, il prenait pas le colis, quoi. Hein, je veux dire, ça en faisait. Donc déjà, c'est pas une valeur qui est transférable rapidement, et surtout, c'est pas sécable comme le Bitcoin. On peut aller 18 décimales derrière la virgule. Donc sur ça, on arrive à quasiment uniquement des avantages pour le Bitcoin. On va laisser un avantage sur l'or, c'est le track record. L'or, ça fait des milliers d'années que c'est utilisé. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ça reste un métaux précieux. Je ne dis pas qu'il faut mettre toutes vos économies dans le Bitcoin. Je dis juste qu'aujourd'hui, en termes de décentralisation et d'un actif sécurisé, on n'a pas fait mieux. Je vais expliquer le minage rapidement, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent... Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le minage ou qui ne savent pas du tout comment ça marche? Waouh. Ah ouais, il n'y a que des gens... Levez la main s'il y en a qui ne savent pas. Bon, je vais faire très rapide du coup, parce qu'il y a tout le monde qui sait. C'est top. Alors, j'ai mis une porte d'entrée, pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à penser que la porte d'entrée de la crypto, c'est les exchanges, d'aller sur Kraken, Binance, etc. Mais la vraie porte d'entrée, c'est le minage. Il vient de là, le Bitcoin. Il n'a pas été d'un coup sur Binance ou sur Kraken. Donc la vraie porte d'entrée, c'est le minage. La blockchain, c'est quoi? Je vais vous le faire en très rapide, parce qu'apparemment, il n'y a que des OG dans la salle, donc ça, c'est cool. La blockchain, c'est un grand registre comptable, ni plus, ni moins. Chaque transaction va s'inscrire sur la dernière page. Toutes les autres pages avant sont immuables, infalsifiables. Elles ont eu un tampon comptable qui est apposé comment? C'est très simple. Il y a un code secret à trouver. Enfin, imaginez qu'il y a un code secret, quoi, ici, à trouver à la fin de la page. Et toutes les machines de mining du monde vont essayer de trouver ce code. La machine qui va trouver le code secret va remporter 2 choses. Elle va remporter une récompense fixe, donc 25 bitcoins en 2012, 12,5 en 2016, 6,25 bitcoins en 2020, 3,125, etc. jusqu'en 2140. Ça, c'est la récompense fixe. Et l'autre partie de la récompense, c'est les frais de transaction. Les frais de transaction, c'est dommage, j'arrive pas à me mettre sur Internet. Je vous encourage à aller sur Mempool, vous pouvez voir la blockchain en direct. Vous allez voir qu'en fin de compte, toutes ces pages, quand elles vont être validées par une machine, donc ces blocs vont rémunérer des mineurs.
Est-ce que c'est une machine qui va tout remporter? Non. C'est là que le principe de difficulté de minage intervient. La difficulté de minage, c'est quoi? Imaginez qu'il y a une pépite d'or dans un tas de sable, et que dans ce tas de sable, on est tous au début du réseau Bitcoin, et qu'on va essayer de trouver cette pépite d'or. En moyenne, il faut la trouver en 10 minutes. L'algorithme est fait comme ça. Si on la cherche et qu'on la trouve plusieurs fois de suite en 5 minutes, en vrai, c'est tous les 2016 blocs, donc tous les 15 jours, la difficulté va se réajuster. C'est-à-dire que si on a trouvé tout le temps en 5 minutes, plusieurs fois de suite, plusieurs fois de suite, plusieurs fois de suite, le tas de sable, au bout de 15 jours, il va doubler de taille. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante avec des millions de bulldozers. Des bulldozers qui... Pardon, ça c'est la diapo d'après. Des bulldozers qui vont être plus ou moins efficients. C'est là où ça va être la différence. Il y a des gens qui vont essayer de faire du minage chez eux. Il y a des gens qui vont essayer d'aller dans des endroits, dans des caves, des choses bizarres, des pays interdits. Et sinon, la plupart des gens aujourd'hui sont avec des machines de mining, donc ces bulldozers-là, dans des data centers. Le minage, c'est ultra professionnalisé. C'est de plus en plus compliqué de faire du minage. C'est quelque chose de très rentable, mais plus autant qu'avant. Il faut bien être conscient. En tout cas sur Bitcoin. On n'est plus sur des rentas où... il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous faites du minage de Bitcoin, vous n'allez pas acheter une Lamborghini dans 15 jours. Là, ça, c'est fini. Hein. Les mecs qui ont miné avec un ordinateur des millions et des millions et des millions, le train est passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et que même moi, je me posais. J'ai connu le Bitcoin à 30 $, j'en ai pas acheté. Je l'ai connu à 3 000, j'ai pas acheté. Je l'ai connu à 6 000, je l'ai pas acheté. Je l'ai connu à 17 000, j'ai pas acheté. Il est retombé à 6 000, j'ai compris. Mieux vaut tard que jamais. Et la question qu'on peut se dire pour les gens qui n'ont pas encore de Bitcoin, c'est effectivement, il n'a jamais été haut. Il n'a jamais été aussi haut depuis ces dernières années. Mais il est peut-être au point le plus bas des 10 prochaines. Et ça, vous ne saurez pas. Et la question que je me disais par rapport à mes enfants plus tard, ou même mes petits-enfants, si j'arrive jusqu'à cet âge, c'est soit je leur expliquerai comment ça a commencé et qu'est-ce que c'est Bitcoin, soit je dois leur expliquer pourquoi j'en ai pas acheté. Le Bitcoin qui est miné, je vous laisse deviner de quel côté il est, et le Bitcoin acheté sur des plateformes. Quand vous minez du Bitcoin, c'est sur ça que sont basées les sociétés de minage, sur plusieurs piliers, mais le premier c'est la privacy, c'est-à-dire qu'en fin de compte vous possédez une machine qui va créer de la crypto-monnaie. Donc vous allez recevoir du Bitcoin, d'autres crypto-monnaies directement dans votre portefeuille. C'est comme si ça allait directement dans votre coffre-fort, sans passer par un KYC. Donc un KYC, Know Your Customer, donnez votre carte d'identité, passer par une plateforme centralisée, etc. Le minage de Bitcoin, là je vais parler du côté des lobbies pro-Bitcoin et anti-Bitcoin. Donc aujourd'hui, d'après les études, 21% du minage, c'est sur du gaz, un quart sur de l'hydro, enfin bon, vous allez le voir, là, plus de la moitié c'est quasiment du renouvelable, et le reste c'est du charbon, du nucléaire, etc. Le problème de ces études, c'est que des études payées par du lobbying anti-Bitcoin, typiquement ce qu'on voyait avant avec Greenpeace, qui a eu sa campagne financée par Ripple pour 5 millions de $, ou l'autre étude qui disait que le Bitcoin va consommer toute l'énergie de la planète en 2020, qui a été fait par un banquier de banque centrale. Le problème, c'est que même du côté des bitcoiners, ou en tout cas des mineurs de bitcoin, je trouve, jette un peu un pavé dans la mare, que c'est trop facile. Parce qu'en fait, c'est sur une base uniquement déclarative. Nous, on pourrait dire qu'on va miner, je ne sais pas où, quelque part, et on brûle des pneus, et on dit qu'on mine de l'hydro. Et on va être considéré comme de l'hydro. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que de n'importe quel côté, les chiffres, on peut les faire parler dans tous les sens. Il n'y a pas de contrôle, et je pense que pour la professionnalisation du mining et de ce secteur, malheureusement, ça va devoir passer par une case de régulation, au moins sur les énergies utilisées, pour qu'on sache vraiment d'où ça vient. Observez la sémantique des acteurs, on va vous dire oui, il y a des panneaux solaires, etc. Ouais, ça mine peut-être 5% sur des panneaux solaires et le reste sur du nucléaire ou du pétrole. Vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais. C'est un problème aujourd'hui. Et j'ai une diapo noire qui ne devrait pas être noire. Ah, oui, voilà. Je vais vous expliquer comment choisir un site de minage, ou en tout cas les datas sur lesquelles vous devez porter votre attention. Donc le point numéro 1, c'est l'électricité. Le point numéro 2, c'est l'électricité. Et en fin de compte, quand vous avez que l'électricité comme seul avantage, on va vous parler que de l'électricité.
Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Le minage, c'est un savant mélange entre plusieurs choses. Entre le uptime c'est quoi? C'est le taux de disponibilité de votre machine à l'année. Si vous avez un appartement en location au Airbnb, c'est le taux de remplissage à l'année. Combien de temps votre machine est branchée? Il y a la connexion Internet où il faut faire attention, le prix d'achat des machines, la géopolitique, la météo et la sécurité. Et surtout, il y a un point de transparence énorme à faire attention. Par exemple, là vous êtes sur notre dashboard, c'est un dashboard on-chain, accessible 24 sur 24, juste avec votre wallet. Les sociétés de mining qui ne sont des sociétés d'investissement où vous n'avez pas accès à la pool de mining, vous ne pouvez pas vérifier. C'est grosso modo, voilà, trust me, don't verify. Donc demandez toujours l'accès à la pool de minage. La pool, c'est la coopérative minière. C'est-à-dire qu'avec vos toilettes publiques, vous allez pouvoir voir vos machines en direct. S'il y a un disjoncteur qui tombe, vous allez le voir. S'il y a une maintenance qui tombe, vous allez le voir. Quand on vous dit, vous vous connectez avec un mot de passe et avec votre adresse mail et vous arrivez sur une belle page de front web qui vous dit que votre machine elle a 200 de puissance depuis 2 ans, il lui est jamais rien arrivé, c'est incroyablement faux. Ça n'existe pas, il y a de la maintenance. C'est une activité industrielle. Donc, don't trust, verify, demandez toujours l'accès à la pool, demandez toujours le numéro de série de vos machines pour être sûr que vous n'êtes pas en train de rentrer dans un Ponzi sans le savoir. Et le fait de posséder vos machines, ça c'est un pilier très important. Si vous possédez les machines de mining et que vous n'êtes pas dans une société d'investissement dans le minage ou un truc de cloud mining ou je ne sais quoi, eh ben vous pouvez amortir comptablement les machines. Les passer en charge l'électricité, elles vous appartiennent. Le jour où la machine, parce que le prix des machines est complètement lié à la rentabilité, augmente ou baisse, vous êtes, entre guillemets, bon, pas aussi liquide que si vous avez le coin, mais vous pouvez en tout cas vendre votre machine qui peut décupler de valeur, tout comme un peu baisser de valeur. Il faut en être conscient, c'est selon la rentabilité de la machine. Donc, vos numéros de série, l'amortissement des machines, l'accès à la pool de minage, miner en self-custody, ça c'est important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en self-custody? Ça veut dire que quand vous minez avec une machine de mining, elle doit arriver directement dans votre wallet, que ce soit un paper wallet, que ce soit une ledger, que ce soit... Voilà, s'il vous plaît, minez pas dans une exchange, ça serait dommage, parce que vous minez de la crypto vierge, de la crypto qui n'est jamais passée dans des mixeurs, du darknet ou mélangée à d'autres. Vous avez des bitcoins qui viennent d'être créés, ou d'autres cryptos. Donc, envoyez-la toujours dans un wallet self-custody. Pareil, demandez toujours à avoir le choix de payer en fiat, donc en dollars, euros, francs suisses, ou en crypto-monnaie. Je vous explique, 2 personnes, 2 machines, achat au même moment, 2 rentabilités complètement différentes. Quelqu'un qui a fait le choix, et c'est OK quand le marché est haut, ou quand on l'estime haut, de vendre ses bitcoins, ou en tout cas automatiquement se faire prélever ses bitcoins ou ses crypto-monnaies pour payer sa production d'électricité, et quelqu'un qui a payé en fiat, donc en euros ou en dollars, tous les mois son électricité, qui a gardé 100% de ses bitcoins. Quand le bitcoin était à 20 000, admettons que vous deviez vendre 90% de votre production pour payer votre facture. Il y a quelqu'un qui a gardé 10% de ses bitcoins, quand le bitcoin aujourd'hui il est à 100 000, et l'autre il a gardé 100%. Donc ça c'est important d'avoir ce choix stratégique de soit je paye en fiat et je garde toute ma crypto, soit je vends automatiquement et ça fait un DCA. Le uptime, vous ne le voyez pas. Le uptime, je vous en ai parlé avant. Surveillez les sites, regardez combien de temps ils vont tourner à l'année, parce que le mining, c'est un marathon suivi d'un sprint. Un marathon, vous allez accumuler du coin pendant des périodes où le rendement va être moyen, bon, bas, négatif, c'est possible. Suivi d'un sprint quand le marché d'un coup part en hausse. Ce sprint-là, quand le bull market arrive, s'il arrive encore, parce que personne n'a de boule de cristal, et si vos machines sont à l'arrêt parce qu'il fait trop chaud, vous avez raté votre cycle. Donc le uptime, c'est quelque chose de très 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 important, tout comme l'électricité, tout comme la transparence, tout comme en fait chaque chose est importante. La géopolitique, je vais miner au Venezuela. Bon, il y a plein d'autres pays, j'aurais pu faire le Wakanda, le Taboulistan, j'aurais pu en faire plein. J'ai choisi le Venezuela parce que c'est la preuve d'une méconnaissance et de la cupidité qui fut la mienne à l'époque. C'est qu'on avait un contrat d'électricité, et il y en a encore beaucoup sur la planète comme ça, où on nous a dit vous n'allez pas payer l'électricité, passez la licence, etc. C'était OK. Mais on va prendre 50% de tous vos gains. Ah, ça semble pas rentable, mais en vrai, c'est super rentable lorsqu'on prend des machines d'ancienne génération et qu'on n'a pas l'électricité en épée de Damoclès au-dessus. Il y a beaucoup de deals comme ça, faites attention parce que ça peut être à double tranchant.
Ce qui peut se passer, c'est que si vous vendez un prix de l'électricité fixe en face et que vous avez ce deal-là, enfin les boîtes qui font ça, si le marché monte, c'est les seules boîtes à faire faillite. Un peu dommage. Donc, encore une fois, la transparence, mais surtout, nous, ce qui m'est arrivé à moi personnellement et à Julien à l'époque, et heureusement, on n'avait pas de société au Venezuela, c'est qu'on s'est fait voler toutes les machines au bout d'un mois. Enfin, les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais c'était exactement pareil, on s'est fait voler les machines. Ils nous ont nationalisé toutes les machines, on avait la licence, on avait tout. Donc, encore une fois, la géopolitique, faites attention. La météo. Je veux miner sur le soleil. C'est dommage, on la voit pas du tout, la diapo. Bon, on va y arriver. Voilà, bon, c'est pas grave. La météo, pareil, les machines, ça n'aime pas les climats chauds. Ça semble logique. Donc pareil, pour la longévité de nos machines, je vais y arriver, pour l'espérance de vie et l'obsolescence de votre machine, minez dans un pays froid, votre machine minera toujours bien plus longtemps et sera plus liquide à revendre sur le marché. Est-ce que vous avez envie d'acheter une machine d'occasion qui a tourné dans un désert, ou est-ce que vous êtes prêt à acheter une machine d'occasion qui a tourné dans un data center en Islande, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou même dans un pays froid? La machine qui a miné au soleil, elle fera plus tellement long feu. La sécurité du site, c'est normal, forcément. Et je vais juste voir combien de temps il me reste, c'est magnifique, pour prendre les questions. En attendant, je vous ai mis un petit QR code, c'est un test dans le genre de l'horoscope, si vous le scannez. Et en fait, quand vous allez voir quel type de mineur vous seriez, si vous miniez du Bitcoin. Est-ce que vous allez être un dégénéré, à miner des altcoins, à miner du Dogecoin? Est-ce que vous êtes un Bitcoin maximaliste? Est-ce que vous êtes plutôt sage et peut-être que le minage n'est pas fait pour vous? Donc ce test, il dure 3-4 minutes. On ne va pas vous recontacter derrière et prendre vos mails et vous envoyer des mails dans tous les sens. C'est vraiment juste un test pour vous. Dans tous les cas, il y a de grandes chances qu'on va avoir vos mails quand vous allez passer au stand pour en parler bien plus après. Et prendre un rendez-vous si vous désirez vraiment un rendez-vous, mais promis, on ne va pas vous spammer la boîte mail. Je vais prendre des questions, s'il y en a. Il me reste 5 minutes, c'est parfait. J'avais aucune idée de combien de temps j'allais prendre, donc c'est parfait. S'il y a des questions, c'est maintenant. Qu'en est-il aujourd'hui de la réglementation au niveau de la création de minage? On entend parler souvent de Bitcoin blanc, Bitcoin noir. Moi j'avais le projet de monter une boîte justement pour miner par des intermédiaires comme vous. Et la question aujourd'hui réglementaire est extrêmement compliquée avec les comptables, le droit. Et comment justifier demain si l'administration nous demande par exemple, quand vous faites des mouvements de plateforme à plateforme, par exemple, si c'est le cas ici, on va vous demander toute une batterie d'être vraiment compliance pour monter la traçabilité de votre crypto. Qu'en est-il aujourd'hui de la compliance lorsque l'on mine? C'est une bonne question. Je vais parler juste pour la France, là pour le coup, pour les Français. Le minage de Bitcoin, c'est comme si vous prenez une pioche ou un tamis et vous allez chercher de l'or dans la rivière. Vous êtes censé le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, personne ne va le savoir, ça on est d'accord, mais vous êtes censé le déclarer. En France, c'est considéré comme du BNC. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'entreprise, vous êtes aux bénéfices non commerciaux. Vous allez déclarer vos bitcoins. C'est pas de la flat tax quand vous allez vendre vos bitcoins. C'est-à-dire, on prend d'un côté la colonne des actifs, combien vous avez gagné en bitcoin, on prend l'amortissement des machines, les charges élect de l'autre côté. Le stacking peut être mélangé avec d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu plus techniques sur la fiscalité. Et en fin de compte, c'est sur la base déclarative, comme si vous avez trouvé de l'argent dans la forêt, comme si vous avez miné. Et sur la blockchain, on le voit, que c'est des bitcoins qui ont été créés. C'est-à-dire qu'il y a cette base déclarative, mais ils ne vous demandent pas les wallets. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. C'est comme si vous avez trouvé de l'or vous-même. Aussi simplement que ça. Et derrière, fiscalement, il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui vont préférer le mettre dans des holdings, sous des sociétés. Il y a autant de réponses qu'il y a de personnes et de cas sur la fiscalité. Mais niveau compliance, quand vous analysez un wallet avec un chain analysis ou un score chain, le minage de Bitcoin apparaît à 95%, voire 100% vert, en tout cas niveau propreté du Bitcoin quand il a été miné. Et il y a de plus en plus de fonds ou d'agrégateurs de liquidités qui nous appellent, qui nous contactent pour acheter ces Bitcoins-là plutôt que d'acheter des Bitcoins ailleurs. Parce qu'ils savent que ces Bitcoins-là sont clean. Ensuite, pour parler de la régulation, ça va dépendre des pays. Il y a des pays où le minage n'est pas du tout régulé. Là, je sors de la fiscalité, je parle vraiment de la régulation du mining. Par exemple, le Kazakhstan. Nous, on a un site de mining au Kazakhstan. Le Kazakhstan, j'y serais jamais allé il y a 2 ans ou il y a 3 ans.
parce que en 2021, il y avait l'exode des mineurs de Chine qui a été banni de Chine. Ils sont tous allés au Kazakhstan, ils sont branchés comme des sagouins, ils ont fait un blackout dans le pays et ils ont importé les machines sans payer les frais de douane. Donc ils se sont fait saisir les machines, etc. Mais le Kazakhstan a très vite compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc c'est un des premiers pays, et je pense que c'est le premier qui a régulé complètement le mining de Bitcoin sur son pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va payer 12% de frais d'entrée des machines, on va payer une petite taxe sur le kilowattheure, et on est obligé de passer, on en déplaise au maximaliste, ça c'est vrai, par la pool du pays, BTC.Kazakh. Et ça, je pense que ça va donner des idées à plein d'autres, parce que les Russes ont copié le système, et je pense que la plupart des pays vont de plus en plus imposer de passer par la pool de mining du pays. Mais en tout cas, je trouve pas ça déconnant, parce qu'au final, on va dans un pays qui n'est pas le nôtre, on va miner du Bitcoin, faire des intérêts qui ne vont pas profiter au pays, alors que là, ça crée de l'emploi, ça crée de l'argent, on profite de leurs ressources naturelles, il faut bien en être conscient, pour miner du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et du coup, c'est un juste retour des choses. Et on n'est pas à une flat tax à 37% et des impôts sur la fortune improductive, on est de l'ordre de 5%, quoi. Donc une pool qui prend 2% et 5% l'État sur l'électricité, c'est très faible et c'est clairement OK pour encourager le minage. Et je préfère aujourd'hui, alors je sais qu'il y a des aventuriers et grand respect à eux parce que sans eux, nous, on n'irait pas non plus, qui ouvrent des pays. C'est-à-dire qu'ils vont éduquer les gouvernements, qui vont aller en Éthiopie, qui vont aller au Congo, qui vont aller dans plein de pays. Moi, je ne suis pas un ouvreur. On va quand la route est déjà ouverte. Même si on paye 1 centime de plus le kilowattheure, on va aller dans des endroits où c'est déjà régulé. Il faut bien comprendre que les machines de mining, elles ont deux types d'obsolescence. L'obsolescence hardware, mais qui peut venir 5 ans après, 7 ans après. En général, ce n'est pas elle qui va venir. L'obsolescence, elle est plutôt sur la difficulté de minage. C'est-à-dire qu'un jour, la machine n'est plus rentable à l'endroit. Comme si vous achetez une voiture pour faire de la location VTC ou taxi, si vous achetez une Rolls-Royce, vous n'allez pas faire de taxi en Mauritanie avec tout de suite, quoi. D'abord, vous la faites tourner à Paris ou à Monaco ou quelque part, et une fois qu'elle a 300 000 ou 500 000 km qu'elle est rincée, on l'envoie à un autre endroit. C'est pareil pour le minage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un marché des secondes mains. La machine, elle va aller sur un site, on va dire, de tiers 1, occidentaux, Canada, États-Unis, tiers 2, Kazakhstan, tiers 3, on commence à descendre. Et plus on va chercher l'électricité pas chère, plus on va augmenter son risque. Que ce soit géopolitique, sécurité, et même tout à la fin de la chaîne, il y a sûrement de l'énergie illégale, ou il y a toujours quelqu'un qui va arriver jusqu'à la fin, et c'est comme ça que ça tourne. Donc là, vous avez le choix, soit vous vendez votre machine, soit vous déplacez la machine de site, soit vous la stockez en attendant des jours meilleurs, parce que des machines qui un jour n'étaient plus rentables à l'instant T pouvaient devenir ultra rentables 3 mois ou 1 an après. Voilà. Il y avait une autre question. C'était sur l'obsolescence. Voilà, magnifique. Merci à tous. Et si vous avez d'autres questions, vous venez au stand. Merci.